On se raconte nos vacances avec Benjamin Louvel, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On parle avec vous des matières premières, hein, c'est votre grand domaine d'expertise. Bon, je ne sais pas ce que vous avez à nous raconter en cette rentrée là sur les matières premières. Il y a quand même 2-3 petits trucs. On parlait de Jackson Hole avec les autres invités juste avant. Bon, quand on est sur les matières premières et qu'on parle de politique monétaire, on se tourne généralement vers les métaux précieux. Ouais. L'or qui a corrigé cet été, j'ai regardé les prix, on était à plus de $1 900 l'once début juin, quelque chose comme ça, et puis on s'est retrouvé, alors il y a encore 15 jours, à $1 700 sur l'once d'or, comme si l'once d'or nous disait que les taux allaient remonter. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que quand on regarde effectivement l'évolution des taux, alors je rappelle pour l'or, ce qui compte c'est les taux réels, hein, donc les taux corrigés de l'inflation, les taux sont repartis à la baisse, ils ont même fait des nouveaux plus bas sur le 10 ans réel aux US, donc on peut se poser la question. En fait, je crois que vous parliez de Jackson Hole avec vos invités juste avant, il y a aujourd'hui des questionnements sur ce que va devenir la politique monétaire américaine, est-ce qu'il va y avoir un resserrement ou pas. Et donc on observe à court terme une divergence entre le cours de l'or et le niveau des taux d'intérêt réels. Normalement, les variations des deux sont assez liées. Et là, on constate que les taux réels ont rebaissé, mais que l'or ne s'est pas apprécié en conséquence. Donc en fait, il y a une sorte d'attentisme de la part des investisseurs sur l'or pour voir un petit peu comment vont se passer les choses. Alors moi, je trouve que c'est plutôt intéressant d'un point de vue investissement parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce décalage, il est plutôt intéressant pour quelqu'un qui voudrait se positionner sur un marché comme celui-là. Pourquoi ? Parce que il y a deux options à Jackson Hole. Jérôme Powell annonce un resserrement. Et donc, à ce moment-là, on peut escompter que les taux réels vont plutôt avoir tendance à remonter. Mais comme l'or n'a pas du tout profité du dernier mouvement de baisse des taux réels, en fait, c'est juste les taux réels qui rattraperont l'or. Donc, un potentiel de baisse, à mon sens, assez limité. À l'inverse, si Jay Powell dit « bon, bah, finalement, on ne sait pas, on va encore attendre un peu », eh ben, on peut s'attendre à voir les niveaux des taux d'intérêt réels rester bas, voire continuer à baisser un petit peu. Et à ce moment-là, un regain d'intérêt pour l'or qui pourrait permettre au cours de se réapprécier. Donc, je trouve que c'est plutôt des niveaux assez intéressants parce que la problématique globale reste la même. On a un niveau d'endettement des économies les plus importantes très élevé qui fait que pour nous, la Fed devra rester quelque part ce qu'on appelle behind the curve, c'est-à-dire augmenter les taux uniquement si l'inflation est là pour garder des taux d'intérêt réels faibles pour éviter de charger la barque des intérêts de la dette et garder une dette qui soit soutenable. Donc, tout ça nous fait dire qu'on est peut-être sur des points intéressants d'entrée, en tout cas sur le marché de l'or. Et c'est sans doute aussi le cas pour d'autres métaux dans le domaine plus industriel, que ce soit des métaux précieux d'ailleurs ou des métaux de base. Il y a un plafond de verre sur le cours de l'once d'or ou pas, Benjamin ? Si on est dans une projection, prospective, prévision de long terme, parce que $1 900-$2 000, c'est toujours un niveau sur lequel on a du mal à aller franchement au-delà. Je ne sais pas, moi je me souviens pas d'ailleurs la dernière fois que l'or a dépassé les $2 000. Oui, c'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois, on avait franchi quand même les $2 000. On l'a franchi l'été dernier déjà, et on l'a revu ou refrôlé il y a quelques semaines ou quelques mois. Ouais, en début d'été, on commençait à remonter vers les 2000. Exactement. Mais en fait, le lien, il est tout simple, je vous le disais. L'or n'a pas de rendement, donc son intérêt s'apprécie par rapport au taux d'intérêt réel. La question, c'est est-ce que les taux d'intérêt réels peuvent rester bas ou continuer à baisser pour voir l'or s'apprécier ? Moi, mon analyse, c'est que les taux d'intérêt réels ne peuvent pas remonter. C'est pour les raisons que j'évoquais juste avant. Et pour moi, à la moindre alerte sur les marchés financiers, l'État, vu les niveaux d'endettement auxquels on est arrivé, n'aura pas d'autre choix quelque part, de soutenir à nouveau l'activité et de repartir dans les politiques monétaires. On est rentré dans un cercle vicieux, en réalité, où, à moins d'avoir des taux de croissance absolument extraordinaires, bon, on a des très bons taux de croissance cette année, mais on sait pourquoi et on sait que ça n'est pas a priori durable, eh bien, on a des taux d'intérêt réels qui vont rester faibles et puis qui, à la moindre alerte financière et économique, auront tendance, là encore, à baisser de façon à rendre soutenir l'économie d'une part et puis rendre soutenable la dette. Donc, ça va être intéressant de voir le comportement de l'or là, sur le discours de Jérôme Powell, effectivement. Alors, le gros risque, c'est qu'il Le dollar a monté cet été aussi. Puisqu'on parle matière première, il faut dire quand même qu'il y a l'effet dollar aussi qui a pu peser. Il y a eu un différentiel en fait, qui a permis au dollar de remonter, qui là aussi pèse un peu sur l'or et sur l'ensemble des matières premières. Mais pour les autres matières premières, et notamment les métaux, de base, il y a eu d'autres raisons plus importantes qui ont joué. Allons-y, sur les métaux de base, effectivement. Enfin, toutes les matières premières ont corrigé, si je ne dis pas de bêtises, au cours des dernières semaines de l'été, pour dire les choses. Alors, le pétrole également, mais sur les métaux de base
en particulier, effectivement, quels ont été les facteurs qui ont pu expliquer la correction? Alors, je dirais métaux de base et métaux précieux industriels. On va parler aussi du platine et du palladium, qui sont deux métaux très intéressants, mais qui sont beaucoup utilisés dans le secteur automobile. Alors, on peut commencer par ça. Le secteur automobile, évidemment, avec la problématique des semi-conducteurs, a énormément souffert. Toyota a annoncé quelques jours qu'il a baissé sa production de 40%. Donc, vous imaginez bien que le palladium est utilisé à 70% pour faire des pots catalytiques. Bah, si vous faites moins de voitures, vous avez besoin de moins de palladium. Donc, il y a une baisse de la demande qui pèse sur les cours de ces métaux. Et puis, dans le même temps, vous avez commencé à avoir des inquiétudes sur la Chine, sur la croissance économique de la Chine. Alors, pourquoi c'est important pour les métaux de base ? Petit rappel historique, en 2000, la Chine représentait à peu près 10% de la consommation de chaque métal, cuivre, nickel, zinc. Aujourd'hui, la Chine, c'est à peu près 40 à 50% de la consommation de chacun des métaux. Donc, évidemment, si la croissance chinoise s'enraye, la demande de métaux devrait en souffrir. Et puis, vous avez eu aussi un impact lié au gouvernement qui a voulu limiter la spéculation et donc a fait un relâchement d'un certain nombre de stocks stratégiques. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que la Chine en mettait sur le marché au fur et à mesure pour limiter la hausse des prix. Qui a encore appuyé ce mouvement. Et puis, dernier élément, au-delà des problématiques de politique monétaire qu'on a évoquées, vous avez les craintes sur le Covid. D'une façon générale. Si vous avez à nouveau des restrictions, à nouveau des confinements, vous en avez en Nouvelle-Zélande, le Japon a aussi mis un certain nombre de régions en état d'urgence hier, eh bien forcément, ça fait peser un risque sur la reprise économique et donc sur la consommation de matières premières. Donc tout ça a été assez négatif. Ça, c'est pour le court terme. Voilà, mais... Oui, parce que, alors, vous allez me dire sur le moyen long terme, parce que ma question, c'était quand même, on s'est tous un peu à un moment emballés quand on a vu le compartiment des matières premières repartir au fur et à mesure que l'économie... On avait parlé d'un nouveau cycle. Super cycle. Super cycle, tout à fait. C'est ça, un super cycle, c'est 10 ans de hausse devant nous pour les matières premières. Est-ce qu'il faut réviser un peu ce jugement euphorique, je ne sais pas, à l'époque? Vous noterez bien quand même que tous les arguments qu'on vient d'évoquer sont des arguments plutôt de nature conjoncturelle. Ouais. Toyota ne va pas garder sa production de véhicules en baisse de 40% toute sa vie. Donc on a un problème d'approvisionnement qui devrait se régler quelque part entre le 4e trimestre, maintenant on parle plutôt du 4e trimestre ou du 1er trimestre 2022. Et donc à ce moment-là, évidemment, la consommation de ces métaux va repartir. Sur le platine et le palladium, c'est particulièrement important parce que côté production, on est sous contrainte. Je rappelle, le palladium est en déficit chronique de production depuis 10 ans. C'est la 10e année consécutive qu'on produit moins de palladium qu'on en consomme. Donc il y a tous les éléments pour faire repartir ce métal à la hausse. Le platine sert également pour l'automobile, donc devrait pouvoir connaître le même genre de sort. Et le platine a un joker dans sa manche, c'est que le platine est un métal absolument indispensable pour une technologie bas carbone qui aujourd'hui a le vent en poupe, c'est l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, aujourd'hui il y a 27 pays qui ont annoncé un plan sur l'hydrogène. La France va mettre 7 milliards sur les 10 prochaines années, l'Allemagne 9 milliards, l'Espagne 8 milliards, le Portugal 8 milliards, les États-Unis vont y aller, la Chine est en train d'y aller, la Corée du Sud, le Japon. Donc ça va être, que ça soit une bonne idée ou pas, il va y avoir un déferlement. Or on a besoin de platine pour faire les électrolyseurs et on a besoin de platine pour faire les piles à combustible pour mettre dans les voitures à hydrogène. Donc ces deux métaux-là ont un bel avenir. Et puis pour les autres métaux, vous avez des métaux de base comme le cuivre, comme le nickel, on a déjà eu un peu l'occasion d'en parler, qui sont des métaux, et je suis content parce qu'on voit dans la presse que le phénomène commence à devenir central, ce qui pour moi est majeur parce que c'est une des limites dont on ne parlait pas du tout pour la transition énergétique. Ouais. On a besoin d'énormément augmenter notre production de métaux si on veut réussir la transition énergétique. Si on parle du cuivre, les besoins en cuivre sont absolument considérables. Emmanuel H. à l'IFPEN a fait une étude sur le sujet et estime que quand on regarde les chiffres sur la base d'un monde qui voudrait rester sous les 2 degrés, on pourrait avoir en 2050 consommé à peu près 90% des réserves de cuivre identifiées sur la planète aujourd'hui. Ça veut dire aussi qu'il va falloir développer le recyclage, qu'il va falloir développer la sobriété, mais quoi qu'il en soit, pour faire du recyclage, il faut avoir les métaux nécessaires. Et donc, pour la prochaine période de 20 ans, qui est la période de transition énergétique, eh bien là, il va falloir des vrais métaux qu'il va falloir aller chercher sous la terre. Et donc là, il va falloir investir beaucoup dans les activités minières. Je m'étonne notamment que cette activité ne soit pas dans la taxonomie européenne, ni dans les technologies habilitantes de la taxonomie, étant donné son caractère critique. Oui, mais si combien de temps on prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de temps. C'est entre 5 et 7 ans pour une mine. Entre le moment où on la découvre et le moment où on la met en production, c'est une quinzaine d'années. Et entre le début du projet et la production, c'est environ 5-6 ans. Voilà. Donc, si on s'y met aujourd'hui, ça veut dire 2027. En 2035, il faut avoir déjà sérieusement décarboné notre économie. Et si on parle de 2025, ça nous laisse 25 ans
pour être neutre carbone. Ouais. Comment vous expliquez que ce soit pas encore plus visible dans les prix de marché, j'entends, que dans le grand public, ce soit un débat qui paraisse lointain, technique, cryptique ou autre, c'est une chose, mais bon, sur les marchés... Parce que les prix de marché, Grégoire, sur les matières premières, n'intègrent jamais la perspective des prix à long terme. Parce que si vous intégrez dans les prix long terme, dans les prix des contrats à terme sur longue échéance, une variation à venir des prix de la matière première, vous allez avoir des producteurs qui vont dire bah moi à ce prix-là, ça m'intéresse, et qui vont vendre. Ils vont dire bah moi je sais que je vais produire, donc je vais vendre dès maintenant ma récolte et ma production, et comme ça va faire rebaisser le prix. Donc en fait le prix à terme n'est jamais que le prix comptant plus les coûts de stockage sur la période. C'est tout. Donc il n'y a pas de côté prospectif dans le prix. Donc des investisseurs peuvent se positionner sur le contrat à court terme, mais quand vous avez des problèmes conjoncturels, eh bien ils se mettent en retrait, ils attendent un peu, ils se disent j'aurai des meilleures opportunités un peu plus tard. C'est ce qui explique aujourd'hui cette correction, malgré, à mon sens, notre avis chez OFI, les perspectives très importantes de développement sur ces métaux. Ouais, c'est ça, dans une logique moyen-long terme, là vous dites, j'ai pas vu l'ampleur de la baisse, c'est quoi, 10-15%? Oui, c'est ça. Voilà. C'est déjà des niveaux pour un investisseur moyen-long terme qui deviennent vraiment intéressants pour moi, prendre position. Sauf à ce qu'on reparte dans un confinement mondial, où là on aura clairement un nouveau frein sur bien sûr, mais là on fera table rase de tout ce qu'on a dit. Les métaux précieux en profiteront peut-être davantage pour le coup, mais sauf à avoir ça, on a déjà acté beaucoup de mauvaises nouvelles au niveau de la production industrielle, et donc je pense qu'on arrive sur des niveaux qui sont relativement intéressants. Ouais. Merci beaucoup Benjamin, merci d'être avec nous régulièrement pour évoquer ce sujet des matières premières, gérant matières premières chez OFI Asset Management. Benjamin Louvet qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, désormais à 17h45, un nouvel horaire pour l'édition du soir, je le rappelle, 17h, 18h, l'édition de la mi-journée ne change pas, on se retrouve donc en direct demain à 12h30 sur Bismart.